Merci pour ce témoignage qui illustre à merveille les propos, qui est également extrêmement émouvant et puis qui signifie beaucoup pour le CNAM. Nous sommes extrêmement fiers. Vous êtes un des exemples, il y en a d'autres, pas assez connus. Il faut qu'on communique sur... n'est-ce pas, Madame l'administrative générale? Il est important qu'on communique sur les CNAMiens. Bien sûr. J'ai mis la médaille du CNAM aujourd'hui, hein, spécialement. On me l'a remise quand On me l'a remise le jour du diplôme. Et donc, c'est la tête de l'abbé qui a créé le CNAM, avec derrière sa devise Doce omnes ubique, pour ceux qui connaissent. Absolument. Bravo. Tout le monde connaît, tout le monde connaît. Mais tout le monde n'a pas des médailles. Moi, j'ai eu la chance de suivre des cours au CNAM. Je ne vous dirai pas quand, parce que c'était il y a longtemps, mais j'ai pas eu de médaille. Je pense qu'il faut qu'on remédie à la situation. Non. Alors, pour terminer, et en écho à tout ce qui a été dit avant, et c'est ça qui est formidable, c'est que Christine Le Bihan-Grave va conclure les propos qui ont été tenus. Elle va nous expliquer aussi bien, à partir de l'exemple concret de la souveraineté, ce qu'on croit être la souveraineté énergétique, qui concerne l'énergie. Elle va à la fois rebondir sur la question de la souveraineté et la différence avec l'indépendance, qui a été très bien mise en avant par le Ménal-Lévilliers auparavant, mais aussi sur des exemples concrets. Nous avons parlé de l'aéronautique, nous avons maintenant envie de vous entendre sur cette focale qui va illustrer, comme je le disais à nouveau, à quel point la France travaille aujourd'hui sur ces leviers de souveraineté, grâce notamment à la régulation, mais aussi à la culture, à la formation, voilà, aux ressources humaines. Merci infiniment. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Merci beaucoup de m'avoir invité pour parler de ce sujet. Je ne vous remercie pas complètement de me faire passer en dernier parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et donc c'est un exercice difficile de ne pas répéter ce qui a été dit. Moi, ce que je voudrais vous dire en introduction simplement, c'est qu'il me semble que la souveraineté, c'est un concept qui est vraiment piégeux. Avant d'être membre du Conseil d'État, j'ai enseigné la philosophie parce que j'avais une formation de philosophe et c'est un sujet que j'ai donné une seule fois à mes élèves. Et les pauvres, ils ont sué sang et eau, ils ont tourné en rond et à la fin, ils m'ont dit « Madame, on n'y comprend rien en fait, donc on n'arrive pas à traiter le sujet ». Alors, quand on n'arrive pas à traiter un sujet philosophiquement, en fait, quand on n'arrive pas à définir une chose parce qu'elle est, le plus simple, c'est d'essayer de la définir parce qu'elle n'est pas, justement. Alors, ça, c'est la méthode socratique, donc, qui a été effectivement vulgarisée par Platon. Alors, qu'est-ce que la souveraineté n'est pas? La souveraineté, ce n'est pas l'indépendance, en réalité. Aucun État souverain n'est indépendant, enfin, à part peut-être la Corée du Nord, mais à un prix, évidemment, que personne ne voudrait payer ailleurs. Finalement, être souverain, c'est plutôt choisir ses dépendances. C'est plutôt être capable de choisir ses dépendances ou savoir de qui on ne veut pas être dépendant ou de quoi on veut pas être dépendant. Parce que la dépendance, elle est partout. La dépendance, elle est commerciale, la dépendance, elle est évidemment matérielle. Un pays ne peut pas tout produire. Ce que j'appelle l'effet Doliprane, le Covid nous a montré que même si on ne peut pas tout produire, il y a des choses qu'on ne peut pas ne pas produire, justement sur le territoire national. L'indépendance, elle ne se fait pas technologiquement de manière autonome. On est dépendant des technologies des autres et on essaie de développer et de défendre les nôtres. En innovation, on est aussi dépendant des autres. On ne peut pas tout découvrir. Et enfin, Monsieur le ministre, vous avez rappelé ce que c'est que la dépendance financière et chacun en fait l'expérience. Les Grecs l'ont fait effectivement par rapport à leur dette. Et nous ne sommes pas non plus totalement indépendants en matière militaire, même si nous avons une armée. Même si nous avons une industrie de défense, encore faut-il développer chez le citoyen lui-même l'esprit de défense. Donc on voit bien que tous ces sujets nous ramènent finalement à un exercice de lucidité. Cet exercice de lucidité en matière énergétique, on l'a fait dans les années 2022-2023 grâce à un événement tragique qui était la guerre en Ukraine.
Et d'une certaine manière, la guerre en Ukraine, elle nous a ouvert les yeux et elle nous a sorti d'une certaine insouciance ou d'un manque de lucidité. Et pour moi, elle a été une bascule dans la réflexion sur ce que c'est que la souveraineté énergétique. Souveraineté énergétique que nous devons aujourd'hui défendre, à la fois pour des raisons, je dirais, conjoncturelles et pour des raisons structurelles. Alors, les raisons conjoncturelles, c'est que Poutine nous a rappelé que notre sécurité énergétique, elle n'était pas du tout acquise. Nous avons accepté une dépendance, alors sous la pression des Allemands, qui sont des grands consommateurs de gaz, ce qui n'est pas le cas de la France, qui est totalement atypique en matière de mix énergétique, mais nous avons accepté de dépendre de Poutine, et nous y avons même en Europe trouvé évidemment un intérêt, puisque cela a permis de développer des énergies fossiles à bas coût et d'importer une sorte de compétitivité un petit peu artificielle à l'industrie des pays de l'Est et à l'industrie allemande, au détriment d'ailleurs de l'industrie française. Donc le retour de la guerre nous a montré que nous devons assurer notre sécurité énergétique, alors de manière assez simple, en garantissant notre sécurité d'approvisionnement par une stratégie qui soit moins mono-approvisionnement et plutôt une stratégie de diversification de notre approvisionnement. Alors évidemment, elle a obligé les peuples européens à se mobiliser, ce qu'ils ont fait d'ailleurs dans un temps assez record. Je pense qu'on peut reconnaître que le fait de ne pas être seul et de dépendre des autres au sein de l'Europe nous a permis de sortir de cette crise, en tout cas en matière de sécurité d'approvisionnement, la tête haute, puisque en un temps record, on a changé complètement notre approvisionnement gazier. On a acheté à la Norvège et on a acheté aux États-Unis, qui sont devenus nos principaux fournisseurs. On a changé de typologie de gaz. On a acheté du gaz par pipe, donc du gaz gazeux, et on a importé du GNL, c'est-à-dire du gaz liquide. On a été en capacité de mettre en place ce qu'on appelle des FSRU, c'est-à-dire des gros bateaux qui se substituent à des terminaux méthaniers pour recevoir ce gaz, et on a inversé complètement les flux gaziers. Avant, le gaz, il allait effectivement de l'Est vers l'Ouest, et maintenant, il va de l'Ouest vers l'Est. Donc, chapeau bas. En électricité, nous avions un énorme avantage, qui est que nous sommes producteurs de notre électricité et que la souveraineté énergétique, c'est d'abord la préservation des biens essentiels. Or, l'électricité est un bien essentiel. Vous n'avez pas de gaz, vous pouvez toujours mettre de l'électricité, d'accord ? Vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas d'électricité. Voilà. Donc, il faut absolument être producteur d'électricité. Et nous avons donc retrouvé une lucidité que nous avions un petit peu oubliée, qui est que nous avons un avantage considérable sur les autres pays européens, c'est que dans les années 70, après le choc pétrolier, nous avons construit un parc nucléaire qui assure à 80% notre autonomie d'approvisionnement en électricité. Et donc, à un moment de distraction, si je puis dire, distraction coupable, nous a fait oublier qu'il ne fallait pas arrêter de produire du nucléaire, qu'il fallait continuer à développer évidemment des énergies renouvelables, tout en nous assurant, par le développement évidemment de notre parc électronucléaire, une indépendance que bien des pays aujourd'hui nous envient. Donc cette crise, d'une certaine manière, elle a été bénéfique, si je puis dire, du point de vue de la prise de conscience de la nécessité d'assurer cette sécurité d'approvisionnement pour garantir notre souveraineté énergétique. Toutefois, elle a eu deux conséquences tout à fait majeures et qui aujourd'hui nous amènent à réfléchir de manière un petit peu différente à notre souveraineté énergétique. Elle a eu deux conséquences majeures qui est fait qu'elle s'est traduite évidemment par un prix beaucoup plus élevé pour le consommateur final. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous payons notre gaz et notre électricité à peu près 4 fois plus cher qu'aux États-Unis. Donc, ce qui va évidemment entraîner un déficit de compétitivité majeur, notamment pour notre industrie, au moment même où les Américains déversent des trilliards de subventions sur leur propre industrie et courtisent notre industrie évidemment française. Ça, c'est la première conséquence. Et surtout, elle a conduit à développer les énergies renouvelables à des coûts beaucoup plus bas, évidemment, dans une course en fait à la rentabilité de ces énergies, et donc en diminuant effectivement le coût de production et de fourniture de ces énergies. Or, qui est-ce qui a bénéficié évidemment de cette baisse des coûts ? C'est la Chine.
C'est la Chine qui a utilisé en fait les subventions qui ont été versées par l'Europe au déploiement notamment de l'énergie solaire pour financer chez elle des capacités de production à des coûts évidemment qui ne sont pas challengeables, si je puis dire, par l'Europe. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une situation qui est tout à fait extraordinaire, qui est que nous avons réussi à assurer la sécurité de notre approvisionnement sans renoncer à nos objectifs climatiques, c'est-à-dire en développant des énergies bas carbone, que sont le nucléaire d'un côté et le renouvelable de l'autre, mais que, à défaut d'avoir une stratégie industrielle, évidemment, eh bien, nous avons échangé une dépendance contre une autre et nous nous retrouvons alors, dans un contexte géopolitique de puissance et évidemment de rivalité entre la Chine et les États-Unis, eh bien, nous nous trouvons dans l'incapacité de garantir à nos industriels des conditions de compétitivité équitables avec la Chine d'un côté et avec les États-Unis de l'autre. Sachant qu'aujourd'hui, la Chine, elle produit la totalité des matériaux et la totalité des équipements, parce qu'au début, on pourrait dire la Chine, c'est moins bien que nous on est beaucoup plus intelligents, beaucoup plus innovants, etc. C'est pas vrai. Aujourd'hui, quand vous regardez la Chine fait des panneaux solaires, la Chine fait des batteries, la Chine fait des véhicules électriques, la Chine fabrique des électrolyseurs qui marchent, la Chine sait faire du nucléaire, elle est en train de mettre au point son SMR, son Small Modular Reactor, donc des petits SMR qui sont sans doute l'avenir d'une partie effectivement du nucléaire. Et donc, elle est en capacité, parce qu'elle a aussi une crise de croissance interne et qu'elle a besoin de trouver dans les marchés extérieurs, évidemment, des débouchés à cette crise de croissance, elle a les moyens de nous fournir la totalité des industries, des filières industrielles dont nous avons besoin pour accompagner la transition énergétique. Et c'est ce qui conduit effectivement à ces deux grands rapports que sont le rapport Letta, vous les avez cités, et le rapport Draghi, à nous dire attention, attention, attention. Attention, 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 parce que qu'est-ce qui se passe ? À défaut d'avoir une politique industrielle, à défaut d'avoir pensé notre transition énergétique du point de vue des filières d'approvisionnement en équipement de notre transition énergétique, eh bien, nous sommes en train de nous retrouver dans une situation qui est assez dramatique et qui est d'abord dramatique pour l'innovation, qui est dramatique pour l'industrie, qui est dramatique pour le développement du tissu, évidemment, industriel français. On ne peut pas, dit Draghi de manière très brutale, on ne peut pas, dans un monde déterminé par des politiques de puissance, être les seuls à ne pas avoir de stratégie industrielle. Ça, ce n'est évidemment pas possible. Et concourt à cette absence de stratégie industrielle, ce qui nous intéresse, nous les juristes, une critique assez féroce chez l'État et chez Draghi de notre politique de concurrence, du droit de la concurrence européen. Et je retiendrai du rapport Draghi, même s'il a été moins sans doute vulgarisé, exploité, que l'État dit il faut complètement changer notre droit de la concurrence. Aujourd'hui, on est frappé par le fait que nous n'avons aucune grande entreprise qui soit d'une taille critique telle qu'elle puisse rivaliser avec les grandes entreprises chinoises et les grandes entreprises américaine. Et donc, il faut changer notre droit de la concurrence sous deux aspects. Un, il a déjà été évoqué, donc je ne m'étends pas et je ne développe pas. Mais un, ce n'est plus le surplus du consommateur qui doit être le but ultime, voire sur ce plan, les travaux déjà anciens de Philippe Aghion et ses leçons au Collège de France que je vous recommande évidemment chaudement. Mais surtout, du point de vue de l'examen des concentrations par la Commission européenne, il faut faire désormais du marché unique complet, le marché pertinent, sur lequel apprécier évidemment les champions nationaux. Si nous avions fait du marché unique le marché pertinent, nous aurions accepté de faire la fusion Siemens-Alstom, qui aujourd'hui aurait créé un champion évidemment européen que nous n'avons pas. Donc cette prise de conscience, elle est, me semble-t-il, nouvelle en Europe, et elle est aussi nouvelle par sa modalité. Pourquoi ? Parce que, évidemment, quand on a ce type de prise de conscience, on pourrait se contenter d'avoir des mesures protectionnistes. Alors, on en a et il faut qu'on en ait. Les Américains en ont. Les Américains, ils ont augmenté les droits de douane de 50% sur les panneaux PV. Ils ont augmenté de 100% les droits de douane sur les véhicules électriques. Bon, aujourd'hui, l'Europe, elle a augmenté aussi les droits de douane sur les PV de 50%. Sur les véhicules électriques, elle est tiraillée par les Allemands parce que les Allemands, eux, ils voient dans la Chine un marché de débouchés, donc ils ne sont pas trop d'accord pour les droits de douane. Mais on n'a pas que, évidemment, ces outils quand on veut faire une stratégie industrielle.
une stratégie industrielle équivalente aux autres effectivement pays, ça suppose d'abord de faire évoluer notre politique énergétique vers une stratégie de moindre dépendance pour nos approvisionnements. Alors, on a commencé un peu, mais il faut que l'on continue, évidemment. On a commencé un peu dans le cadre du Green Deal, et notamment sur le net zéro, la net zéro directive, en imposant que 40% des technologies utilisées pour la transition énergétique viennent de l'Europe, et donc ne viennent pas de l'importation. Le problème, c'est qu'effectivement, on met à l'appui de cette demande des versements de subventions qui ne sont pas assez élevés et qui sont beaucoup trop lents. Je rappelle que l'IRA, l'Inflation Reduction Act, qui déverse des tombereaux de subventions aux États-Unis pour la transition énergétique, la totalité des subventions, c'est des trilliards de dollars. La totalité de ces subventions, l'État fédéral a réussi à les verser en 2 ans. Ce qui est absolument colossal. On met en place toute une réglementation juridique autour de la sécurisation de nos approvisionnements en matériaux, ce qu'on appelle la directive sur les matériaux effectivement critiques. Donc, essayer de devenir un peu plus souverain dans nos approvisionnements de matériaux, ça veut dire reprendre des exploitations minières, évidemment. Mettre en place des fonds d'initiatives privées pour acheter des matériaux rares, les matériaux rares de la transition énergétique. C'est le lithium, mais c'est aussi le cobalt, c'est le cuivre, ça peut être aussi l'aluminium. On essaie de sécuriser évidemment des terres rares et ça suppose d'explorer et d'acheter ailleurs qu'en Chine. On essaie de lancer le renouveau du nucléaire, ce qui passe par un programme véritablement très ambitieux de construction, d'abord de 6 EPR2, puis de 8 EPR2 en option, mais aussi par la construction de petits réacteurs. Et enfin, on essaie de soutenir l'innovation, puisque, comme l'a bien montré l'intervention précédente, ce qu'il faut évidemment dans une filière où on essaie de promouvoir l'innovation, c'est d'accompagner par la subvention le début du développement de l'entreprise jusqu'à ce qu'elle puisse trouver son point d'équilibre et sa rentabilité pour pouvoir ensuite voler de ses propres ailes. On a au sein de l'Europe des outils pour ça s'appelle des PIEC, des projets d'intérêt commun communautaire qui permettent de notifier un certain nombre de projets et de constituer des filières industrielles. Il y en a un sur les batteries, mais qui consiste à essayer de promouvoir les technologies d'innovation alternatives au lithium-ion pour concurrencer, là, pour le coup, les Chinois. On a notifié 4 PIEC à la Commission européenne sur l'hydrogène, l'hydrogène étant un des grands outils de décarbonation de l'industrie française qui peut essayer d'empêcher les délocalisations d'industriels. Voilà. Quelles sont les limites de cette politique ? On les connaît. Les outils protectionnistes, ils sont d'une efficacité limitée. Le prix de la transition énergétique est déjà très élevé. Donc, dans un contexte de contraintes budgétaires, il faudrait aider beaucoup plus que nous le faisons pour assurer cette transition. En tout, sur notre politique industrielle, je crois que le rapport Draghi nous dit que ça nous coûterait 800 milliards pendant 15 ans pour augmenter notre productivité de 6%. Les sommes sont totalement colossales. Ça ne concerne pas que l'énergie, mais l'énergie en prend une très grosse part. Peut-être que pour certaines filières, c'est trop tard. Draghi est très pessimiste sur le numérique. Il dit numérique, c'est mort. Ne vous occupez plus du numérique. En revanche, il place beaucoup d'espoir dans l'énergie parce qu'il pense que c'est effectivement le sujet absolument central. Ça suppose qu'on protège le consommateur et notamment les consommateurs les plus pauvres qui ont évidemment pour lesquels le financement de la transition énergétique sera proportionnellement le plus élevé. Donc, quels sont les amortisseurs ? Comment faire que cette transition, évidemment, soit équitable ? Le mot de la fin, peut-être en conclusion, c'est que Draghi nous dit c'est maintenant ou jamais. Donc, il y a un sentiment dans ces deux rapports, le rapport L'État, c'est un peu la même tonalité. Il y a un peu un discours, un sentiment d'urgence de ces deux grands penseurs de l'industrie et de la souveraineté. Et ce discours-là, ce discours de mobilisation, il ne suffira sans doute pas à garantir évidemment notre souveraineté industrielle et notre souveraineté énergétique, mais il a au moins le mérite de réveiller un petit peu la Commission européenne en espérant qu'elle soit sensible à ces incantations. Ce n'est pas toujours le cas malheureusement. Elle est assez peu adepte du maintenant ou jamais et espérons qu'elle n'enterrera pas cette réflexion plus vite qu'elle n'en aura assuré la publication. Merci.
Merci pour cet exposé absolument passionnant auquel je ne peux que souscrire évidemment, et notamment sur la question du numérique que je connais un peu. Nous sommes un tout petit peu en dehors du temps parce que nous avions commencé en retard, autrement nous étions exactement à l'heure. Je tiens à préciser. Et je voudrais malgré tout, malgré ce retard, et si certains ont des trains à prendre, bien entendu, certaines, vous êtes pardonnés. Mais si vous souhaitez poser quelques questions, je pense que nous avons l'autorisation de déborder un peu. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? On a deux micros qui circulent. Le constat de Christine nous a accablés, en fait. J'ai dit qu'il ne fallait pas me faire parler en dernier. Il faut arrêter de se raconter des histoires. Non, mais c'est certain. Mais cela dit, le témoignage quand même auquel nous avons assisté nous donne espoir. Il n'est jamais trop tard et il faut lutter contre les statistiques. Mais il faut prendre les choses en main par la formation. Est-ce qu'on a une question ? On a une question, monsieur. Puisque personne pose des questions. Je voulais vous saluer. Bon, j'ai pas pu assister à toutes vos interventions, mais néanmoins, s'agissant donc de capital risque, de start-up, de souveraineté, comment faire pour que l'argent vienne à toutes ces startups. Par exemple, on voit ces derniers jours Insect, par exemple, en grand danger. Il y a beaucoup de startups, même bien installées, bien au-delà des 5 ans que vous évoquiez tout à l'heure, en grand danger. Et c'est vraiment très inquiétant. Comment faire pour que cet argent arrive ? Alors, je ne parle pas de l'État parce que je pense qu'il aura bien d'autres choses à faire que donner de l'argent aux entreprises maintenant, même en ce moment. Mais est-ce qu'il peut y avoir des solutions ? J'aimerais bien avoir la réponse, d'ailleurs. On a monté une association avec Start Industrie, pour ceux qui connaissent. C'est une association qui représente les 2500 startups industrielles de France. Notamment, il y a Insect qui est aux membres du board avec moi-même et 3 autres entreprises qui sont... Insect, l'entreprise dont il parlait, ils font des fermes d'insectes pour la nourriture. Ils étaient peut-être un peu trop en avance sur leur temps, c'est possible. Bon, en tout cas, ensemble, on travaille justement là-dessus. On a été invité aussi à la commission Draghi pour essayer d'apporter nos points de vue, nos difficultés. On avait parlé aussi avec Philippe Tibi, pour ceux qui connaissent, qui s'occupe aussi beaucoup du financement, qui sont plutôt les fonds des fonds. Donc les fonds qui investissent dans les fonds d'investissement. Du coup, on y travaille. On n'a pas encore toutes les solutions. Il y a une des solutions qu'on est en train de voir pour mettre en place avec aussi l'aide de la BPI, donc Start Industrie BPI, ce serait une plateforme de crowdfunding pour les startups industrielles, directement sur le site BPI, pour faire appel en fait au grand public, puisque finalement il y a beaucoup d'argent à ce niveau-là et peut-être que le grand public a aussi envie de devenir souverain avec nous et de nous aider à rester en France. Ouais. Après, l'Europe fait un travail exceptionnel. En fait, l'argent public, c'est pas le problème. C'est l'argent privé, le problème. Le problème, c'est qu'on est sur des temps longs. Et l'industrie, c'est souvent 8 ans. Vous savez, il existe une échelle. Je sais pas, vous connaissez peut-être l'échelle TRL, c'est ce qu'on appelle Technology Readiness Level. Ça nous vient du spatial. C'est une échelle pour calculer la maturité technologique des entreprises. Eh bien, il existe la même échelle en maturité manufacturing, donc industrielle. Et en fait, il faut imaginer que c'est sur 10 et que 1 égale presque 1 an. Donc, il n'y a qu'à partir de 8 que les fonds d'investissement type VC classique commencent à s'intéresser aux startups. Donc, ça veut dire qu'il faut déjà passer 8 ans. Voilà. Il faut aussi revoir la doxa européenne parce qu'on a fait l'Europe sur l'idée qu'on ferait plaisir aux consommateurs. Et on l'a fait largement au détriment des producteurs. Et lorsqu'est venue la mondialisation, avec tous les moyens modernes de communication et de transport, on a assisté à la délocalisation. Donc je pense qu'il faut en prendre conscience et en effet avoir une politique qui équilibre production et consommation. Moi, ce que je constate, c'est que les Chinois subventionnent la production pour que les Européens consomment à moins cher.
quand sont venus les panneaux photovoltaïques, il y avait quelques pousses, quelques start-up en France et en Europe. Et donc le commissaire européen avait dit, si on laisse les Chinois venir avec leurs panneaux sans droit de douane, c'est mort. Donc le commissaire a dit, je vais mettre une taxe de 50%. À ce moment-là, le secrétaire général chinois est venu voir Madame Merkel, lui a dit, écoutez, Madame, c'est pas possible. D'abord, c'est contraire à l'intérêt des consommateurs européens, parce que ça va coûter plus cher. Il faut toujours préserver le pouvoir d'achat en disant, ce sera moins cher. Oui, mais c'est comme ça qu'on devient dépendant et soumis aux autres. Alors, le Chinois a fait observer que c'était dommageable pour l'emploi en Chine, c'est sûr. Peut-être. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Aucun. Et aujourd'hui, vous avez le même problème avec les voitures électriques. Exactement le même problème. Alors, immédiatement, il y a les producteurs de cognac qui disent, mais ça ne va pas du tout, parce qu'on va taxer, on va mettre des droits de douane. Donc, je crois qu'il faut arrêter cet angélisme européen et avoir une vraie... Le mot protectionnisme était absolument tabou. Alors, c'était formidable, on pouvait acheter à très bon marché. On voit les limites. On fait du progrès social sans avoir la compétitivité économique. Alors, c'est très bien. On conceptualise la désindustrialisation. On est les plus forts, donc on sera dans les très hautes technologies. On voit le résultat. Donc, il y a une prise de conscience qui s'opère. Je pense que l'Europe va devenir plus... Le problème de l'Europe, c'est que c'est 27 pays. Et la plupart d'entre eux se prennent pour des puissances mondiales à l'heure de la globalisation. Et donc, on ne lâche rien. Or, il y a des prérogatives de souveraineté que les États seuls ne peuvent plus assumer efficacement. Donc, il serait peut-être temps de faire l'inventaire de ces prérogatives de souveraineté qu'on n'arrive plus à assumer seuls et de commencer à les mettre en commun. Et là, on retrouverait une souveraineté. Au fond, c'est l'Europe qui nous permettra de gager notre souveraineté. Il y a une partie qui est d'ordre national, mais il y a une partie qui va devenir européenne, parce qu'on est à l'heure de la mondialisation. Et puis, il faut hâter l'avènement d'un marché financier européen. Et là encore, toutes les places européennes veulent avoir leur propre marché. Ça ne peut pas continuer comme ça. On fait un marché unique, mais les télécommunications, on a 27 régulateurs de télécommunications. On vit un peu dans quelque chose d'illusoire. Donc, il est urgent, et vous avez fait des constatations qui peuvent aider à une prise de conscience. Et les crises qu'on a subies, moi j'étais persuadé que chacune d'elles allait être un électrochoc. Eh bien, manque de chance, ça n'a pas fonctionné complètement. Parce que si je peux me permettre, on n'a pas fait un marché, on a fait un supermarché unique. C'est-à-dire qu'on est un formidable terrain de jeu pour les producteurs, mais en revanche, on n'a pas fait un marché unique dans le sens où on n'a pas unifié, comme vous l'avez dit, je ne vais pas répéter, la possibilité pour les producteurs, le droit de la concurrence. Quand vous regardez les autres pays, les autres régions dans le monde, il est tourné sur un équilibre entre les producteurs entre eux, sur les concurrents. Nous, il ne s'agit pas d'un droit de la concurrence, il s'agit d'un droit de la consommation. Bien sûr. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on passe à des réjouissances ? Donc j'en retiens ceci, feu le droit de la consommation, à bas la protection du consommateur européen. Et une petite anecdote, il y a 20 ans à peu près, j'étais aux États-Unis et un professeur de droit américain que je respecte beaucoup est venu me voir un peu en riant. Il m'a dit tu t'intéresses au droit européen. Pour nous les Américains, le droit européen c'est deux choses, droit de la concurrence, droit de la consommation. Et c'était dit avec beaucoup de moquerie. Alors, tournons-nous plus vers les choses... Pardon, vous vouliez... Notre système fiscal, des prélèvements obligatoires qui sont des impôts de production. Comme s'il y avait des impôts payés par les ménages et d'autres par les entreprises. Mais moi, je ne connais pas une seule entreprise qui ne peut pas répercuter dans le prix demandé aux consommateurs le poids des impôts de production. Et ce débat, on n'arrive pas à l'avoir sur la place publique parce qu'il y a des tabous. Donc, l'éducation, la formation sont les bons leviers pour mettre un terme à tous ces tabous qui nous maintiennent dans l'anachronisme et qui nous mettent en péril, notre souveraineté. On y revient donc, tous les chemins mènent au CNAM. Conservatoire de l'avenir. Conservatoire de l'avenir. Alors, les réjouissances ne sont pas finies. Vous êtes tous invités à vous rendre dans la chapelle du musée
pour un cocktail et pour voir à quel point nous sommes le conservatoire de l'avenir, en effet, selon cette jolie formule que nous avions dégagée ensemble lors de notre conversation. Et puis le programme entier, vous voyez, demain, c'est l'aventure des transitions qui commence, toujours avec le secteur de l'énergie à l'honneur et l'école de l'énergie. Vendredi, on inaugure des bâtiments à Saint-Denis. Lundi, la rentrée des transitions. Et la semaine prochaine, l'inauguration de l'expo L'empreinte carbone. Et il y a d'autres réjouissances. Vous pouvez consulter le programme complet sur le site du CNAM. Merci beaucoup d'avoir été présents.